8h à Solenzo, Albinda et Ouagadougou, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 4e convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Juge Bernard, bonjour à vous. Bonjour, Président Kaboré, bonjour, juge Baha, bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougma, bonjour, Président Kaboré, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette 4e audience du tribunal de l'actualité, nous recevons là-bas le collectif syndical composé de la CGTB et de plusieurs organisations de la société civile. Le collectif est représenté à la barre par Salif Nian, responsable à l'information à la presse de l'ODJ, et Rasmane Zinaba, chargé à l'organisation du ballet citoyen. Avec eux, il sera question de la situation nationale, notamment du maintien du meeting d'interpellation prévu pour le 31 octobre prochain. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir en tout cas. Et sur ce, c'est parti pour l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette présente convocation? Oui, merci, Président. Ce qui retient mon attention, c'est un article de lefaso.net qui donne froid dans le dos. Une ancienne commerçante qui reconnaît qu'elle utilisait du formol dans son bissap. Et ça permettait, elle a dit, de donner un goût qui est waouh. Chez lui, j'ai dit, mais où est-ce qu'on est en train de partir? Et elle se confesse parce qu'elle dit, après, elle a vu le caractère dangereux pour la santé, parce qu'il y a une amie à laquelle elle a demandé, bon, écoute, moi j'utilise ça dans mon bissap, mais vraiment j'ai un peu peur, parce que j'ai fait un peu de recherche là, apparemment, ça ne doit pas être une bonne affaire. La dame a dit, bon, soit tu arrêtes, puis moi je te dénonce, parce que moi-même je bois ton bissap. Vous comprenez un peu? Mais ça fait peur, parce qu'elle dit, c'est d'abord un boucher qui lui dit d'utiliser, ça va rehausser le goût de ces éléments qu'elle vend. Et le boucher, lui, il l'utilise pour conserver sa viande au-delà même d'une semaine. Est-ce que vous comprenez un peu ce à quoi on est exposé? C'est vrai que le nutritionniste dans l'article donne en tout cas après les méfaits de la consommation de ce formol-là dans les aliments, étant entendu que ce n'est pas des éléments à consommer, c'est pas des éléments qu'on peut mettre dans la nourriture. Mais aujourd'hui, il n'a pas de gain. Ça fait que les gens, se permettent de faire tout et n'importe quoi. Mais après, c'est les premiers à appeler pour dire que non, dans ce bouquin là, il faut qu'on se respecte. Vous n'aimez pas le pays. Toi, tu utilises formol, c'est toi qui aimes le pays. Est-ce qu'on comprend quelquefois comment on appelle ça, les actes qu'on pose? C'est dit, une personne qui fait son commerce, qui vous tue chaque matin à petit feu, et elle sourit avec vous. Mais est-ce que ça là, c'est pas grave? Comment on peut nommer ça? Dans l'article, la dame disait, tu es une sorcière, presque. Mais c'est même pire que ça. Mais ça pion sur rue. Aujourd'hui, c'est difficile et c'est même dangereux de manger dehors à cause de ce type de comportement. Mais vraiment, c'est une question de sensibilisation et je dis ça fait encore froid dans le dos. Ça encore, c'est quelqu'un qui l'utilisait et qui est venu avouer. Mais imaginez les autres éléments qu'on met très souvent et les enfants, nos enfants mangent là parce qu'aujourd'hui, l'enfant part le matin, vous venez le chercher, c'est vrai, à midi, mais il a le temps de manger tout. Donc ça fait vraiment peur, et c'est édifiant à lire. Et en tout cas, pour nos commerçants, là, on vous aime bien, mais pensez à la vie de vos clients. C'est parce qu'il est vivant qu'il vient et qu'il achète. Et c'est vraiment malheureux qu'il y ait ce type de comportement-là. Alors, juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci. Alors, bon, je vais juste intervenir sur l'avant-propos de juge avant de continuer. Bon, à ce rythme-là, le consommation local, c'est pas aussi simple. On dit que si les produits qui viennent d'ailleurs, nous ne contrôlons pas, nous sommes empoisonnés de l'extérieur. Alors aussi à l'intérieur aussi, on doit être empoisonné. Comment est-ce qu'on fait? Alors que c'est difficile aussi de faire sans.
Bon, franchement, ça c'est une affaire de conscience, quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire. Bon, bref, en ce qui concerne mon avant-propos, c'est à l'issue du Conseil des ministres où la situation de Goumi a été régularisée. Bon, disons les choses comme ça, à travers le décret qui a été pris. C'est une force qui a été, une unité pratiquement qui a été créée en 2021. Mais bon, apparemment, il y avait un vide juridique. Déjà même que certains des exploits de ces Goumi ne sont pas souvent très bien relayés en termes de communication. Dans les rangs, il y en a qui, effectivement, qui trouvent à redire, qui estiment que souvent, il y a des exploits, il y a des hauts faits de guerre, il y a des localités parfois repoussées ou des attaques d'envergure repoussées. Mais bon, ce n'est pas suffisamment relayé parce que bon, le système de communication, comme tout est centralisé au niveau des forces armées nationales, donc ce n'est pas aussi simple à leur niveau. Donc pour éviter aussi la concurrence de corps, parce que c'est une unité de la police nationale, il faut préciser. Donc dans ce contexte de guerre-là, j'ai dit qu'après cette guerre, nous serons tous aguerris, que ce soit notre police, notre gendarmerie, et je ne parle même pas de notre armée, mais aussi les autres forces qui sont impliquées, tout comme le Burkinabé lui-même, son attitude vis-à-vis de la nation va changer. Et dans la vigilance et la veille citoyenne, c'est des choses qui vont être naturellement renforcées parce qu'on va revenir encore plus fort et encore plus regardé. Donc, la régularisation, c'est une très bonne chose. Il le fallait pour pouvoir mettre les uns les autres sur les mêmes pieds d'égalité vis-à-vis de la justice. Permettre également aux différentes entités de bénéficier des mêmes avantages que les autres unités, que ce soit en termes de ressources financières, matérielles et tout, renforcement des capacités. Donc, en tout cas, bravo d'y avoir passé depuis 2021. Nous sommes en 2023. C'est ça aussi la lenteur administrative au niveau du Burkina. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il y ait cette insuffisance sur le plan juridique? Ça a quand même traîné. Voilà, donc bravo à ceux qui l'ont fait et surtout du courage aux forces combattantes. Et comme c'est un avant-propos qui concerne le Goumi, force de courage au Goumi. Bon, il faut que je donne le Goumi, c'est un groupement d'unités mobiles d'intervention. Voilà, pour la compréhension des uns et des police autres. nationale, pour la compréhension des uns et des autres. Il faut que je le dise parce que c'était l'abréviation. Voilà. Merci bien. Situation nationale, le collectif syndical composé de la CGTB et de plusieurs organisations de la société civile ont annoncé depuis quelques semaines un meeting d'interpellation prévu pour le 31 octobre prochain. Un meeting qui d'ailleurs a été réitéré en cours de semaine à travers une conférence de presse et aussi à travers une déclaration faite par la CGTB. Pour ceux qui nous prennent en marche sur WattFM, nous recevons à la barre du tribunal 2 représentants du collectif de la CGTB. Monsieur les juges, les convoqués sont à vous pour des questions de généralité ou même de fond. Bon, pour dire vrai, moi je m'attendais au moins à un représentant de la CGTB parce que c'est eux qui ont donné le ton, le là, et qui ont dit qu'ils seront associés. Pardon, il y a d'autres organisations qui vont être associées. Parce que j'avais une question qui concernait leur 35e anniversaire qui va être célébré d'ici là. Et je voudrais savoir quel allait être le saut qui allait marquer ce 35e anniversaire parce que c'est à l'issue de leur rencontre constitutive des 28-29 octobre 88, donc au lendemain des événements de 1987, et tenant compte d'un certain nombre de contextes que la CGTB est née. Et pour moi, c'était une belle occasion de poser cette question, parce que les Burkinabés aussi voulaient savoir, parce que la CGTB aussi a une histoire. Bon, je n'ai pas dit que ceux qui sont là, je n'ai pas de représentants attitrés de la CGTB. Voilà, parce qu'ici, on va plus parler des marches, alors qu'il y a des questions de généralité qui concernent la CGTB. Parce que depuis là, on ne les a même pas encore sur notre plateau. Depuis que M. Diallo a pris la CGTB, on ne l'a pas encore eu. M. Bazier est passé par moment, mais bon, toutes nos sollicitations, on vous rappelle, l'appel n'est jamais revenu. Donc, en même temps, je lance en direct notre sollicitation pour le plateau. Merci. Alors, juge Geoffroy, question de généralité ou de fond? Il y a la marche qui est maintenue, en tout cas, on a eu le point de presse. C'est quoi, il y a 2 jours maintenant, pour dire que c'était maintenu. C'est sous la pression, hein, qu'on dise, que vous décidez de continuer du meeting. Voilà. Et je veux savoir, on se trompe ou on a mal entendu? Au départ, c'était marche-meeting, mais depuis le début, il a toujours été question que des meetings. Merci au juge, merci au tribunal de l'actualité de nous recevoir. N'ayant
de l'ODJ et moi-même Zinaba du Balai Citoyen, qui représentons ici le comité d'organisation du meeting du 31 octobre. Meeting du 31 octobre qui est organisé non pas par le collectif CGTB, mais qui est organisé par un collectif d'organisation dans lequel la CGTB est. Parce que autour de ces organisations, il y a l'ODJ, il y a le Balai Citoyen, il y a le RENLAC, il y a l'UGEB, et il y a le MBDHP, il y a ABACEP, il y a un certain nombre d'organisations, le Centre de presse Norbert Zongo, AJB et toutes ces organisations donc, sont membres de cette coalition-là qui a décidé de marquer le coup du 31 octobre 2023 et donc de célébrer les martyrs, mais aussi de prendre de la force pour les combats actuels et les combats à venir. Effectivement, il faut être très précis. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, effectivement, c'est d'un meeting dont il est question. Okay. C'est bien un meeting qui a été annoncé et dans l'opinion, on a entendu beaucoup de choses. C'est une marche meeting, c'est une marche. Non, ça n'en est rien de toutes ces autres activités. C'est un meeting qui est prévu à la Bourse du Travail et c'est le 31 octobre à partir de 8 h. Pourquoi le meeting? Le meeting parce que les organisations que j'ai citées tantôt ont décidé de commémorer l'an 9 de l'insurrection populaire et, par ricochet, la résistance au putsch. Mais pourquoi commémorer l'an 9 de l'insurrection populaire? Ce n'est pas nouveau, c'est même une activité routinière. Parce que depuis l'an 1 jusqu'à aujourd'hui, ces organisations, soit individuellement, soit collectivement, ont toujours célébré ou ont toujours commémoré l'insurrection populaire. Mais pourquoi est-ce que dans notre histoire, on doit commémorer l'insurrection populaire? Et ça, c'est une question aussi qui nous revient très souvent. L'insurrection populaire doit être commémorée parce que l'insurrection populaire est quand même un jour de gloire, un jour de sacrifice, un jour de bataille qui a abouti à un résultat. Lequel résultat a eu des conséquences aujourd'hui sur la vie de nos citoyens, de nos concitoyens et a élargi un certain nombre d'acquis qui existaient par le passé mais qui ont été renforcés avec l'étape de l'insurrection populaire. Parmi lesquels, aujourd'hui, notre peuple a beaucoup plus pris conscience de sa force et de sa capacité à se liguer contre un pouvoir quelconque, qu'il soit dictatorial ou qu'il soit porté par un homme fort. Ça, c'est une valeur sûre et un résultat de l'insurrection populaire. L'insurrection populaire a permis de savoir que des Burkinabés, des femmes et des hommes, des provinces, des villes, des campagnes peuvent se mettre debout, donner jusqu'au sacrifice ultime, le sang, pour acquérir des libertés individuelles et collectives et les renforcer. Et ça, c'est un résultat tangible. L'insurrection populaire a eu pour conséquence de faire en sorte que des dossiers emblématiques qui n'ont jamais été jugés par le passé, parce qu'à l'époque, il y avait un pouvoir qui avait son dictat sur les questions juridiques, sur les questions judiciaires, mais l'insurrection populaire a réussi à lever le verrou sur ces questions-là. On a pour preuve le dossier Thomas Sankara. On a pour preuve aujourd'hui le dossier Norbert Zongo qui avance mais qui n'est pas encore jugé. On a pour preuve le dossier Dabo Boukari et ainsi de suite, ainsi de suite. L'insurrection populaire a permis d'ouvrir des canaux aujourd'hui pour qu'effectivement la gouvernance soit une gouvernance au service du peuple et autre que celle que nous avons connue par le passé. Effectivement, si on part sur cette base-là, déjà pour mémoire et par mémoire, nous devons rendre hommage à ceux qui sont tombés pour que toutes ces réalités ou tous ces acquis-là soient engrangés. Raison pour laquelle nous voulons marquer le coup. Mais mieux, quand des gens se sacrifient, quand des martyrs tombent pour des libertés, dans un contexte où les libertés sont remises en cause, si vous les vivants, vous qui avez été aux côtés de ces martyrs-là, vous vous êtes mobilisés pour que ces acquis-là soient des acquis tangibles et restent en l'état. Si vous vous asseyez et que vous regardez les choses se faire, malheureusement, vous aurez trahi le combat des insurgés d'hier. Raison pour laquelle ces organisations ont décidé, en coalition de force, de se mettre ensemble pour non seulement commémorer l'insurrection populaire, mais pour aborder des questions qui sont des questions d'actualité, mais pas seulement d'actualité, mais qui sont des questions de remise en cause des acquis d'hier, qui nous conduisent aujourd'hui vers des reculs qui ne sont pas acceptables. Comment comprendre aujourd'hui, effectivement, que nous soyons dans une situation où, effectivement, avec le pouvoir actuel, on soit dans un recul
des libertés individuelles et collectives. Liberté de presse, liberté d'expression, liberté démocratique même d'exercer la parole publique. Comment comprendre qu'aujourd'hui, nous soyons dans un état où les enlèvements se font de manière légion presque tous les jours et qu'effectivement, on n'est pas ni du côté de la justice, ni du côté des autorités politiques qui dirigent cette transition, ne serait-ce qu'un mot d'indignation par rapport à ce qui se passe. Nous ne pouvons pas condamner les escadrons de la mort avant l'insurrection populaire. Des gens vont mourir pour que les escadrons de la mort cessent et qu'aujourd'hui on soit encore dans une situation où des escadrons de la mort pilulent, enlèvent des citoyens et effectivement les font disparaître sans pour autant que notre peuple ne soit au courant de quoi que ce soit. Effectivement, toutes ces questions mises les unes après les autres justifient donc notre présence sur le terrain avec ce meeting. Mais mieux, nous avons une plateforme revendicative qui est assez simple. Et nous disons d'ailleurs que c'est un meeting d'interpellation des autorités sur leurs devoirs. Et cette interpellation va au-delà du simple fait que nous commémorons seulement l'insurrection populaire, parce qu'il y a d'autres questions sous-jacentes sur lesquelles nous intervenons. Et je pense que mon camarade Nignan va revenir sur ça. Allez-y. Les Burkinabés découvrent la question du meeting du 31 avec la CGTB. C'est ça. Qui est à sa rencontre où il y a 250 délégués qui sont présents et après on dit Vichet, beaucoup d'éléments qui sont cités et la question des libertés. Le 31, on va se faire entendre. Et après, les réactions ont commencé à fuser. Et dans le discours, c'est après que certains voient la date de la célébration même de l'insurrection qui n'est pas en fait l'élément qui est mis en avant. On se comprend, dès les premiers jours, ce n'est pas l'élément qui est mis en avant. Et donc, pour beaucoup, voilà, bon, il y a une transition qui, bon an, mal an, essaie de recadrer un certain nombre d'éléments, qui essaie d'avancer sur certains dossiers. Et puis, quand on entend certains, c'est pour venir dire que non, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, sans avoir l'honnêteté. Je rappelle les propos qui vous sont donc souvent assénés, sans avoir l'honnêteté de dire au moins voilà ce qu'on a pu faire, voilà ce qu'on a pu faire, voilà ce qu'on a pu avoir comme avancée. Et depuis, ça cristallise les attentions. Maintenant, on a l'impression, nous ne sommes pas le premier plateau qui tente d'avoir la CGTB, je ne vais pas citer d'autres plateaux. Maintenant, ceux-mêmes qui ont annoncé et qui ont donné les grands sujets pour lesquels il y aura le meeting, dans lequel on ne mettait pas en avant la question du 31 octobre lui-même, et même on ne les entend plus. C'est quoi? C'est un changement de communication. C'est dire que on sait quelquefois comment ça fonctionne. C'est-à-dire que celui qui a allumé le feu, il est venu derrière, vous venez faire le service après. C'est quoi? Ok, merci. Je pense que ce que Djenaba a expliqué est très bien dit d'ailleurs. Pour dire que la CETB n'a pas allumé un feu. La CETB, on avait déjà prévu de commémorer l'insurrection depuis. Et donc, la CETB a décidé effectivement d'organiser sa rentrée syndicale. Et de ce point de vue, elle a profité effectivement de cette tribune-là pour informer l'opinion. Généralement, quand on fait la rentrée syndicale, on invite la presse. Et ça a toujours été comme ça. Et donc, la CETB a décidé, en tant que partie prenante de l'activité qui va venir, a décidé de communiquer autour de l'activité. Sinon, c'est effectivement l'insurrection qu'on devait commémorer. Et donc, de ce point de vue, il y a beaucoup de choses qui ont été avancées. Les gens ont suivi juste le reportage qu'on a fait. Vous savez qu'au niveau de la presse, par exemple, en 4 minutes, on ne peut pas... Une résolution finale de plus de 10 pages, vous ne pouvez pas résumer ça en 4 minutes ou bien un truc, et on va prendre tout le fond du document. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il y a des problèmes que nous avons posés. Donc, vous voulez dire que c'est les journalistes plutôt qui se sont arc-boutés sur des pans et que, voilà, c'est ce que vous voulez dire? Non, j'ai dit seulement qu'en 4 minutes, on ne peut pas résumer tout ce qui a été dit. Quand vous avez dit qu'on s'est contenté de juste dire ça, il dit non, on ne peut pas tout prendre en 4 minutes. Ce que je veux dire, sinon je n'ai pas dit que... Non, les journalistes ont très bien fait le reportage. J'ai vraiment apprécié. Dans l'argumentaire du chargé à l'organisation du ballet citoyen, il a commencé par la commémoration du 31 octobre. Oui. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la rentrée syndicale, on n'a pas commencé par l'annonce aussi de cette commémoration pour aller directement au greffe reproché? Ok, je dis ça a été annoncé. On a annoncé au niveau de nos camarades qu'on va commémorer l'insurrection, comme on le fait chaque année. Okay. Voilà. Et donc, de ce point de vue, on a dit
qu'il y a une plateforme revendicative qu'on va mettre en place pour pouvoir effectivement poser les préoccupations des gens. Et la plateforme-là se résume à plusieurs points, dont la question de la sécurité, la question des libertés, la question effectivement de l'impunité, de la corruption et la question effectivement du foncier et des richesses nationales. En ce qui concerne la sécurité, nous avons dit qu'aujourd'hui, dans notre contexte-là, nos FDS et nos VDP font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts de sorte qu'il est important de les prendre en charge convenablement. Ça, c'est notre rôle de veille citoyenne à nous. Parce que nous pensons que la prise en charge des FDS et des VDP qui sont sacrifiés pour le pays, nous trouvons que la prise en charge là n'est pas souvent bien. Mais c'est nettement amélioré. C'est nettement amélioré. J'ai dit j'en sais quelque chose. Oui, mais je dis c'est nettement amélioré au moins. Je dis ce que je sais. Qu'est-ce que vous en savez? Ce que je sais, vous prenez un exemple. Un VDP qui est tombé au front. La famille reçoit une somme de 100 000 francs pour pouvoir l'aider à enterrer le jeune. D'abord, il est tombé au front. Mais l'armée, généralement, appelle les parents pour dire de venir prendre celui qui s'est, le guerrier qui s'est sacrifié là pour aller enterrer. Normalement, c'est de l'armée qui devait le faire. Parce que quand les militaires tombent, l'armée dit que c'est son corps. Mais si vous décidez que la famille vient prendre, il faut mettre toutes les communautés nécessaires pour qu'ils puissent le faire. On va dire à la famille de passer prendre. Si la famille ne peut pas passer prendre, l'armée va attendre, prendre le temps qu'il faut pour pouvoir le faire. Mais la famille va attendre. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est tombé, et un qui nous a saisi, il est tombé le 4 à Combri, le VDP national. Et la famille a été informée le 9 septembre. Et finalement, l'enterrement a eu lieu le 19 septembre. Par qui? Par la famille. Parce que tous les moyens ont été mis pour pouvoir que l'armée enterre. Ça n'a pas été fait jusqu'au 19 septembre. On leur donne 100 000 francs pour l'enterrement. Quand on donne 100 000 francs pour l'enterrement, si vous prenez un cercueil, c'est combien coûte un cercueil? Au bas mot, si vous voulez des planches comme ça, pour pouvoir enterrer, ça fait 75 000 francs. Ça, c'est au bas mot. Alors que les 100 000 là, c'est là que vous allez faire le cercueil, si vous devez faire un petit cercueil. Si vous devez enterrer, si vous devez chercher les gens à Ouaga ici pour l'enterrer, ceux qui doivent faire l'enterrement, c'est combien ils doivent prendre? Les IPN, le sable et autres là, combien on met? Vous n'êtes pas au moins de 200 000 francs que vous allez mettre là-bas. Mais ça, c'est un citoyen qui s'est engagé pour se battre au front et il est tombé. Je pense qu'il y a un minimum qu'on doit faire pour lui. Est-ce que dans la gouvernance actuelle, malheureusement, c'est ça. Est-ce que dans la gouvernance actuelle, ces VDP n'ont pas été... J'ai lu le 4 septembre, à côté. Oui. À Combri. Ma question, est-ce qu'il y a un texte qui encadre l'enrôlement des VDP? Que dit ce texte à propos? Le texte dit 100 000 francs. Mais est-ce qu'il y a eu... Non, c'est pas parce qu'il y a un texte qu'effectivement il faut pas l'améliorer. Non, et puis il y a un qui enterre avec un cercueil, monsieur. Non, mais justement, je prends un exemple. Voilà, la réalité, c'est quoi? Ce que je pose comme question, pour le VDP, le texte dit quoi par rapport à la prise en charge du VDP avant qu'il ne soit enrôlé, parce qu'il a signé un contrat avec tous les engagements contenus à l'intérieur. Que dit ce texte? Ça est dit. Le texte dit, si un VDP tombe, c'est 100 000 francs qu'on remet à sa famille pour l'enterrement. C'est seulement ça? Oui. Et on a une indemnisation de 1 million. Et puis? C'est tout. Non. La paye est dedans. Quelle paye? Laquelle paye? Vous avez l'indemnisation. Puisque il signe un contrat d'un an renouvelable avec tous les éléments de prise en charge et les conditions de renouvellement à l'intérieur. On dit même que c'est passible de renouvellement tacite. C'est même dit dedans. Maintenant, la question de... Parce que jusqu'à présent, le lien que vous voulez faire de la situation du VDP avec votre argumentaire, nous n'arrivons pas à savoir quels sont les éléments que vous voulez qu'on monte à combien, à 100 000, vous voulez qu'on augmente à combien? Voilà, on a dit d'augmenter effectivement les primes des VDP. À combien? On verra. Si on juge, non. Puis j'ai dit, on verra. Apparemment, on peut faire des calculs simples. Si vous dites c'est un cercueil coûte, c'est-à-dire qu'au bas mot à 75 000 100 000 francs, un petit cercueil de planches, ce n'est pas un cercueil designé. On les appuie, on les enterre à des sacs. Ça veut dire, c'est pourquoi nous disons, si quelqu'un qui a été au front et qui est tombé pour le pays, si vous voulez l'enterrer, il faut le mettre il faut le faire de sorte que ceux qui l'ont enterré sentent qu'il y a eu quelque chose qui a été fait pour lui. Ça attire les autres citoyens à s'engager. Mais quand ça mort, dès qu'il est mort, on le laisse à sa famille dans les conditions difficiles, il est difficile effectivement d'encourager les autres à y participer. Deuxième élément que je voudrais ajouter, c'est la question effectivement de l'appui de mesures adéquates pour les PDI, les personnes déplacées internes. Ça aussi, ça manque aujourd'hui. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de PDI, effectivement, quand on prenait la rentrée scolaire aujourd'hui, beaucoup de PDI étaient dans les salles de classe. Mais dès que Octobre est arrivé,
automatiquement, il doit vider les salles pour pouvoir permettre à ce que les élèves puissent y entrer. Où vont aller ces PDI? Ça sont des problèmes que nous avons posés et que nous pensons qu'on doit effectivement avoir un regard là-dessus. L'autre élément que nous avons posé comme débat, c'est de permettre aux populations de pouvoir s'organiser de façon autonome. Et l'État peut les accompagner avec l'armement. C'est ce que nous avons toujours défendu ici. Et de sorte que ça évite que quelqu'un quitte Ouara, par exemple, on le prend un VDP, qui est un VDP, on dit national, on l'amène dans une zone où il n'a pas ses parents. S'il meurt là-bas, on est obligé de transporter le corps, amener à Ouaga, appeler ses parents qui vont venir chercher le corps, dans des conditions difficiles. Vous savez, si quelqu'un meurt le 4 et que vous l'enterrez le 19, dans des conditions difficiles, le corps n'est plus un corps. C'est en décomposition avancée. À l'inscription, le VDP a le choix de s'enrôler dans sa commune d'origine ou de s'enrôler national. Mais on n'avait pas d'informations. Il y a des gens qui sont enrôlés pour défendre leur commune. Quand ils ont fini, on dit qu'ils sont dans le VDP national. Ça n'a pas été un choix. On donne la parole. Pourtant, bon, ça, on donne la parole au juge. Vous pourrez réagir. D'accord. Juge, allez-y. Moi, j'avais posé une question. C'est est-ce que ça ne s'est pas amélioré, le traitement des VDP? Pour moi, il y a quelque chose qui est crucial. Hein. Et je pense aussi que c'est là où il y a peut-être la critique. On peut dire à Serbou, on peut dire comme on veut, comme c'est quelquefois votre argumentaire, sur simplement la question des VDP. On a fait plein de reportages ici. Même nous, je salue Ali Nana au passage, qui nous a permis à des moments d'aller toucher du doigt comment est-ce que les VDP se débrouillaient pour faire face au terrorisme, quelquefois avec un État qui les avait presque oubliés. On a entendu un ministre ici dire, bon, on ne connaît même pas leur nom, vous voulez qu'on les gère comment? Ça, c'était comme ça qu'on gérait les VDP dans ce pays-là. On a vu Damiba est passé, ça ne s'est pas amélioré outre mesure. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que sous le capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas eu une amélioration de la condition du VDP. Demandez-leur, même le diront. Donc, j'ai dit, c'est pour ça, tout est perfectible. Donc, on peut toujours dire, ce n'est pas assez. Mais au moins, quand il y a quelque chose de positif, il faut le dire. Peut-être c'est là aussi que la critique à Seb vous concernant. J'ai dit, le seul développement que vous faites sur la question des VDP, je pense que c'est assez symptomatique de la situation. Il y a des efforts à faire, parce que rien n'est... Même quand le président parle des militaires, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a mal au cœur de voir comment ils sont traités. Ils devraient être mieux traités que ça. Dernièrement, il y a encore des efforts qu'il a voulu concernant le traitement des militaires. Donc, ça veut dire que tout est perfectible. Maintenant, faire comme si, bon, il n'y a pas une bonification de leurs conditions, moi je trouve que c'est un peu... Vous avez la parole, M. Nia. Le juge s'adressait d'abord à M. Nia. Réagissez avant que vous n'ayez la parole. Ok, merci. Je pense que si on veut parler de positif, je suis sûr que tous les régimes qui sont passés, tu vas dire qu'il y a toujours quelque chose de positif en ce qu'ils ont fait. Ça a toujours été comme ça. Mais est-ce que vous Moi, je parle de l'amélioration dans justement et la condition des VDP. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit d'autres. Je voulais poser une question. Voilà. Les tests qui encadrent les VDP ont-ils été améliorés ou pas? Ou bien c'est les mêmes tests qui ont été adoptés depuis longtemps? Mais j'ai dit, le test que j'ai dit que ça fait 60 000 francs pour le VDP. C'est-à-dire pour le salaire qu'on lui paie par mois. C'était 60 000 francs. Non, avant les 60 000 francs. C'était combien? Le VDP touchait combien? C'était combien? Non, je vous êtes ici pour les le VDP touchait combien? Moi, j'ai mes textes. Le premier texte de VDP, qui n'avait même pas cette envergure-là, touchait combien? Monsieur Bouma, c'est 20 000. Je parle d'un texte que j'ai. C'est 20 000. Avant l'élargité, c'était à 20 000 francs. Et c'était même pas tout, eux tous. Bon, on ne connaît pas tous. Il y a un ministre qui a dit qu'on ne le connaît même pas tous. Nous avons, parce que je le dis, parce que nous avons dans nos archives ce reportage-là de notre reporter Maxime Bambara au centre nord, dans les lignes rouges avec les VDP en son temps, pour revenir donner les conditions de vie et combien ils sont touchés. Et combien ils touchent. Et aujourd'hui, ça a quand même été amélioré, par exemple, sur ce point-là. C'est pourquoi je demande, avant que ce ne soit 60 000, c'était à combien? Et je suis désolé de constater que vous dites que vous ne savez pas ça. J'ai dit, ok. On peut juste rectifier un détail dans l'histoire quand même qui me paraît important. J'ai l'impression, c'est une impression, elle peut être fausse, que le juge Vaha particulièrement estime que nous ne sommes pas reconnaissants des acquis et des choses positives qui ont été faites et qui doivent être mises à l'acquis
des différents changements qu'il y a eu. Non, je pense ce n'est pas ce qui a été expliqué. Non, juste ça. Comme on parle du fait. Je vais me permettre, parce qu'en fait, le 24... à la conférence de presse donc, des organisations qui ont annoncé le maintien du meeting du 31 octobre 2023, nous avons produit quand même une déclaration liminaire. Laquelle déclaration dit ceci? Je vais me permettre de lire, si vous permettez. Messieurs et mesdames les journalistes, certes, on observe avec satisfaction que certains acquis de l'insurrection populaire et de la résistance au putsch de 2015 ont été consolidés tels que le procès du putsch manqué de 2015. Le dossier Norbert Zongo, celui d'Abo Boukari, la réouverture du dossier Thomas Sankara, la dénonciation d'accords militaires, notamment avec la France et le départ des troupes françaises. Mais quand même, c'est une reconnaissance et à la limite un satisfecit vis-à-vis de ce qui a été fait, dans le sens du bien, dans le sens du positif. Donc notre critique n'est pas seulement une critique aveugle. C'est une critique pour dire qu'il y a des cas, des faits, des pans sur lesquels il faut une amélioration constante. Là où il y a eu changement, là où il y a eu positif, nous avons reconnu. Et la déclaration est là. Elle a même été mise à disposition de la presse. Mais allons plus loin. Vous m'avez interpellé, donc je préfère repréciser peut-être mon propos. C'est ça. Ici, ce n'est pas une question de reconnaître, être reconnaissant pour certaines avancées. Ce n'est pas de ça que je parle. Il a un argumentaire. On était sur la question des VDP. Oui. Ok? Et je lui ai posé une question. Est-ce qu'il n'y a pas une amélioration dans le traitement de ces VDP? C'est la question que moi j'ai posée. Et j'ai eu comme l'impression qu'on s'arc-boute sur des éléments qu'on peut toujours faire. J'ai dit tout est perfectible. Mais reconnaissons au moins que sur la question des VDP, le traitement s'est considérablement amélioré sous le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un fait. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tout ce que vous citez, moi, il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles je suis convaincu que pour ce régime-là, il n'y a pas d'effort qui a été fait de façon concrète. Ça, on peut revenir là-dessus. Mais sur la question des VDP, je le prie au mot. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas eu, une amélioration substantielle et intéressante de leur traitement. C'est la question que je lui ai posée, c'est tout. Bien évidemment. Donc c'était ça le rectificatif que je voulais faire. Mais au-delà de ça, et pour nous encore, notre démarche, et ça je vais préciser les choses, je pense qu'après la rentrée syndicale de la CGTB, où effectivement l'annonce a été faite, et c'est même un appel qui a été lancé pendant la rentrée syndicale pour dire aux militants et aux militantes de se tenir prêts à se mobiliser pour célébrer l'insurrection, commémorer l'insurrection populaire du 31 octobre 2014, donc la 9e année. La CGTB n'a jamais refusé catégoriquement de répondre à la presse. Et à la conférence de presse, la dernière fois, nous avons bien dit et bien précisé que du fait que c'est un ensemble d'organisations qui tient ce meeting du 31, à partir de cette conférence de presse, les organisations et les organisateurs se tiennent à disposition de tous les médias pour apporter des réponses à toutes les questions qui ont été posées. Donc votre sollicitation et le plaidoyer que vous faites, nous allons le transmettre à la CGTB. Et le collectif CGTB va certainement prendre acte, désigner qui de droit pour venir répondre en son nom personnel. Mais effectivement, jusqu'à aujourd'hui, nos organisations, individuellement comme collectivement, n'ont pas refusé catégoriquement de répondre à des préoccupations. Là, on le fera en fonction aussi de l'actualité. Oui, bien sûr. C'était bien cette actualité et bien d'autres actualités passées qu'on n'a pas eues. Pour cette actualité aussi, on en avait besoin. Parce que c'est avant tout, c'est des travailleurs qui ont pointé du doigt aussi une affaire de vie chère et tout et tout. C'est des travailleurs qui sont engagés et sur un certain nombre de choses. Donc, on avait besoin aussi de cette lecture. Ça, je l'exprime. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on évolue, sinon la question de VDP va finalement engloutir notre émission. Voilà, par rapport à tout ce qu'il y a. Sinon, bon, si on va rester sur chasser amélioré, ça ne s'est pas amélioré. Bon, il y a plusieurs reporters qui viennent de rentrer au front, qui ont vu avec quelle arme
utilisent et qui n'utilisaient pas avant, comment est-ce qu'ils sont encadrés, ce qui n'était pas avant. Mais si on va rester sur cette affaire de VDP, on va s'en sortir. Je pense qu'on a d'autres points. Voilà. Et dans vos arguments, vous parlez également du contexte de la vie chère. Est-ce que vous n'oubliez pas souvent le contexte international qui prévaut? Oui, je pense que, merci, la vie chère est une réalité. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui, à l'étape où nous sommes à la saison des récoltes. Normalement, à la saison des récoltes, facilement vous pouvez trouver le maïs ou le mil à un prix relativement bas. Mais si vous partez tout de suite au marché, vous allez voir que ce qu'on appelle Yoraba, le plat, fait 750 francs à l'heure là. 750 francs. Le haricot fait 1000 francs. La tine, ce qu'on appelle le Yoraba là. Et donc, ce sont des réalités que nous vivons. L'autre élément, ça c'est bien qu'au début de la saison des récoltes. Vous imaginez d'ici juin, ça va vraiment être une difficulté. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu produire. On regarde la question sécuritaire, beaucoup de gens n'ont pas pu produire. Quand on parlait de la zone de la Bougoute de Moun, où on parle de Grenier de Burkina, il y a eu beaucoup de villages qui n'ont pas pu produire. Et ces villages-là, effectivement, le manque à gagner va être très criard. Et la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, on peut affaire à une crise effectivement alimentaire. Ça, c'est un élément, une famine annoncée. L'autre élément, c'est le fait qu'il y a beaucoup de taxes. Il y a eu beaucoup de taxes qui ont été... le citoyen burkinabé a beaucoup payé de taxes. Et on regarde déjà sa condition difficile. Les taxes, que ce soit l'augmentation du prix du carburant par 2 fois, on est passé à pratiquement à presque 100% d'augmentation. Donc, ça fait que c'est quand même difficile pour le consommateur. L'autre élément, c'est les taxes sur la consommation. Internet, mobile et autres. Ce sont autant d'éléments qui permettent de nous dire que la vie est chère. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous commençons à dire que la vie est chère. Oui, vous parlez des taxes. Est-ce qu'il y a une proposition qui avait été faite par le gouvernement au niveau des centrales syndicales? Est-ce que si cette proposition avait été acceptée, est-ce qu'on allait en arriver aux taxes? Ok. Mais les taxes qu'on a eu à mettre là, l'augmentation du prix de l'hydrocarbure a été faite d'abord avant qu'on ne demande aux Sénégalais de payer 1%. Les premières augmentations ont été faites avant ça. Ça veut dire que les travailleurs sont aussi des citoyens. Si on augmente le carburant, ils vont aller au travail, ils vont mettre du carburant dans leur moto pour aller au travail. Vous dénoncez aujourd'hui ces taxes. Est-ce que si vous aviez accepté, est-ce qu'on en serait arrivé là? Pourquoi on doit passer par 1%? On va prendre, si le gouvernement part chercher là où il y a de l'argent. Est-ce qu'on peut me dire qu'aujourd'hui au Burkina Faso, il n'y a pas de lieu où on peut avoir de l'argent? Je prends un exemple simple. Les mines. Aujourd'hui, le Burkina Faso, en tout cas en matière de production minière, ne sont pas les derniers. Quel est l'apport des mines par rapport effectivement à l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés? Vous prenez par exemple, je suivais la fois dernière la modification de la loi sur le fonds minier de développement local. C'est 1% qui est reversé aux communes. Avec l'insurrection, il y a eu une loi qui a été adoptée et 1% de fonds minier de développement local est reversé aux collectivités afin de les aider à développer les communes. 1%. Mais le gouvernement des MPACR2 a décidé de prélever dans les 1% là pour l'effort de guerre. Nous avons dit, c'est simple. Au lieu de prélever dans les 1% qui doit servir au développement des communes, il faut augmenter, vous pouvez même augmenter 2%. Là, le mine vous reverse 2%, vous prenez et vous l'enlevez les 1%. Ça fait même beaucoup plus que 1% que vous avez divisé là. Nous avons dit que les mines aujourd'hui, c'est 10% qu'on remet à l'État burkinabé. Les 10% là, on peut augmenter à 50%, à 60%. Ce sont nos mines. Quand on prend la Mauritanie, l'industrie de fer qui est exploitée à Zourat, 78% revient à l'État mauritanien. Et 100% des travailleurs sont des Mauritaniens. Mais aujourd'hui, la façon dont nos mines sont gérées, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui elles profitent au Burkinabé? Non. Donc, ce sont autant d'éléments qu'il faut aller là-bas chercher l'argent. Deuxième élément, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup d'entreprises au Burkina qui doivent à l'État. Et les agents de finances ont montré que ça s'élève à plus de milliards, de 1000 milliards. Mais les 1000 milliards par rapport à 1% là, vous préférez lesquels? C'est pour dire que même quand le président du Faso, la fois de s'est exprimé, il a dit clairement que jusque-là, les taxes qui ont été instituées, c'est le citoyen qui paye. Et là, j'ai sursauté, j'ai dit, ah là, si c'est le citoyen qui paye, ça pose problème. Quel est l'apport des entreprises minières? Quel est l'apport des grandes sociétés qui font des bénéfices au Burkina? Parce que pour qu'ils puissent faire des bénéfices, il faut qu'il y ait la sécurité. Donc, pour qu'une banque puisse aller à Djibo, à Dori, il faut qu'il y ait la sécurité. Quelle est sa part de contribution? Pourquoi c'est les citoyens qui sont des clients de la banque ou qui sont des clients de la société qui doivent encore payer 1%, alors que ceux qui
accapare les bénéfices énormes, ne payent rien. Donc nous avons dit, on regarde cette situation, les 1% là, déjà c'est trop pour les travailleurs. Parce que les travailleurs, n'oubliez pas que les travailleurs qui sont à Guibo actuellement, l'essence coûte combien? À Diapara, un litre d'essence coûte combien? 3 000 francs. Le travailleur là, on n'a pas augmenté son salaire. Les 3 000 francs là, il paie ça dans son salaire qu'il avait avant. Mais est-ce que ça ne n'est pas 1% qu'il verse? Réaction juste. Donc tout ça, réaction juste. L'augmentation des royalties au niveau des mines, dans pas longtemps, je pense que ça ne dépasse pas. En gros, il y a 4 semaines, à l'issue du Conseil des ministres, les royalties ont été augmentées au niveau des mines, alors que les uns et les autres disaient que ce n'était pas possible. Donc il y a eu cet effort qui a été fait d'augmenter les royalties là. Alors pour dire que les mines, bon, j'ai l'impression également que nous voulons trop pomper nos mines. Bon, et puis vous dites que par rapport à la contribution des grandes entreprises, alors, qu'est-ce que vous dites qu'elles ne contribuent pas sérieusement? Non, ce qu'il faut dire, pour être plus précis, c'est que nous disons une chose. Aujourd'hui, dans le paradigme, c'est le citoyen lambda qui paye pendant qu'il y a des niches et des portes dans lesquelles on peut aller chercher des ressources et peut-être même en quantité largement suffisante pour mettre. On a dit ici les restes à recouvrer. Les restes à recouvrer sont aujourd'hui, et ça, il faut saluer le travail des organisations de la société civile qui mènent des actions dans le sens de faire des audits sur certaines questions. Le RENLAC en a fait plusieurs fois, qui démontrent par A plus B qu'il y a des niches aujourd'hui fiscales qui incombent à des entreprises, à de grandes entreprises qui ne payent pas ces niches-là depuis Blaise Compaoré jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher cet argent-là? Et que toujours, c'est le citoyen lambda, le consommateur final, qui paye à la place des autres. Parce que c'est très facile, ou du moins, c'est plus aisé de dire aux citoyens qu'on va augmenter le carburant de 100 francs. C'est plus aisé de dire aux citoyens que son abonnement télé va augmenter de 500 francs. C'est plus aisé de dire aux citoyens que les taxes de télécommunication vont être augmentées et ainsi de suite. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même aisance pour dire aux grandes entreprises, effectivement, de faire face à leur réalité et de faire face à payer un certain nombre d'efforts pour qu'effectivement on soit dans une dynamique où, effectivement, l'effort de guerre n'est pas seulement un effort de guerre supporté par les petites épaules du citoyen, du consommateur, mais supporté aussi par les grandes entreprises. Ce que nous disons, c'est même bon pour les autorités. Ça va dans le sens même d'améliorer nos gains en matière de ressources pour mener la guerre de manière frontale, de manière fondamentale et avec des ressources beaucoup plus importantes. Si on continue de traiter le citoyen comme la vache à lait, on finira par se retrouver dans une situation où effectivement le citoyen non seulement il paye triplement, il paye d'abord pour la crise sécuritaire. Parce que mine de rien, les citoyens individuellement ont leurs familles qui se sont déplacées. Moi, ma famille de Boulsa, ma famille de Kaya et des villages environnants de Kaya se sont déplacés. Ça fait une charge supplémentaire pour moi. Parce qu'il y a un sac de riz qu'il faut ajouter à ceux-là qui ne cultivent pas encore cette saison-là. Moi, en tant que citoyen, la double facture qu'on m'envoie, c'est qu'il y a la crise humanitaire. Avec les PDI qui se déplacent, effectivement, les charges sociales deviennent beaucoup plus grandes parce qu'il faut prendre en charge des familles qui se sont déplacées et ces familles-là, il faut les prendre en compte. Et triplement, c'est que ma bourse, mon salaire, mon gain, mon revenu n'a pas augmenté. Ça, c'est même pour ceux qui ont un salaire. Mais les petites et moyennes entreprises aujourd'hui, les chefs d'entreprise aujourd'hui, les entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent dans un contexte de guerre où ils n'ont plus de ressources parce qu'effectivement, les marchés se font de plus en plus rares, ceux-là vont payer beaucoup plus encore en tant que chef d'entreprise, mais en tant que chef de famille. Nous disons qu'il faut arrêter de casser le thermomètre et faire en sorte qu'effectivement le citoyen lambda, le consommateur à la fin ne soit pas la vache laitière. Il y a des niches, il y a des poches, il faut aller chercher l'argent. Réaction Juva. Oui, moi je crois qu'on se trompe aussi un peu. Vous savez, vous demandez qu'on taxe les entreprises et tout. Vous savez, le prix, il est fixé selon les charges et tout que vous avez. C'est le consommateur qui finit toujours par ricocher à supporter l'effort, que ce soit de l'entreprise ou de... Il y a une guerre à faire. Il faut la financer. Il faut aller chercher l'argent. Si vous partez taper les entreprises, elles vont revoir leur politique de prix. Vous allez parler de l'inflation. Attention, au Burkina, notre inflation n'est pas importée, c'est une inflation domestique. Ce n'est pas les produits que nous importons là qui fait que le niveau des prix est très élevé. C'est nous là, nos commerçants, c'est nous-mêmes ici là.
c'est nous qui sommes les fautifs de ce taux d'inflation. Regardez toutes les statistiques, on vous le dira. On a une inflation d'abord domestique. C'est-à-dire que c'est ce que nous produisons ici, ce que nous avons ici. C'est nous qui avons mis un niveau de prix très élevé pour nos citoyens. Vous comprenez un peu de quoi je parle. Maintenant, ça c'est une réalité. Maintenant, même la solution de l'effort des entreprises, par ricochet, ça sera le consommateur qui va finir par payer parce qu'il y a un réajustement qui se fera encore sur le prix, sur son prix. C'est une réalité. Donc, on finit toujours par payer. Et pour terminer, comme ça s'est passé en négociation première, on a dit on va ponctionner sur vos salaires. On a dit on ne veut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti vous attendre à la consommation. C'est ce qu'ils ont fait. On va vous attendre à la consommation. Tu finis, tu bois ta sucrerie, tu vas payer. Tu finis, tu bois ta boisson, tu vas payer. C'est ça que tu mets dans Internet, tu vas payer. Je voudrais rapidement dire quelque chose. J'ai dit ce que M. Va dit que si on augmente pour les entreprises, c'est le citoyen qui doit payer. C'est quand l'État n'est pas fort. Est-ce que vous voulez me dire que c'est les entreprises qui dirigent le Burkina ou bien on a un gouvernement qui donne les tempos? Si vous pouvez taper sur les citoyens, le fonctionnaire ou bien le petit commerçant au marché de Ariard, et vous ne pouvez pas taper sur les entreprises, ça pose problème. Les entreprises font des bénéfices. Si elles font des bénéfices, elles doivent payer pour ce qu'elles font. Deuxième élément, parce que le contrôle des prix. Normalement, il y a un contrôle des prix qui doit se faire. Si vous augmentez, vous dites, par exemple, je prends les sociétés de télécommunications. Les citoyens étaient en mode avion. Beaucoup de gens ont dit non, que c'est cher. La communication est chère. 1000 francs là, c'est trop cher. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Mais il a fait augmenter de 50%. Qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie dans l'opinion que, en fait, c'est pas cher. Le gouvernement dit que c'est pas cher. Vous mentez, c'est pas cher. C'est ça que ça veut dire. Sinon, on aurait dû dire, ok, chères entreprises, les citoyens disent que les 1000 francs là sont chers. Nous souhaitons que vous nous donnez une partie pour l'effort de guerre. Donc, au lieu d'ajouter 50 francs, il faut diminuer. C'est-à-dire que vous allez diminuer, peut-être la communication fait 500 et vous nous remettez les 500 là. Puis c'est des calculs qui ont été faits. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont augmenté 50 francs. Et vous ne savez pas qu'il y a des petits commerçants qui utilisent les vocaux pour faire des affaires au plan national, qui sont obligés, il a 1000 francs, mais les 50 là, pour avoir 50 pour ajouter sur les 1000 francs, pour avoir 1 giga là, c'est très difficile. Donc, au regard de tout ça, nous disons que le gouvernement doit prendre les mesures, effectivement, si tant est qu'il est avec les populations. Parce que vous prenez les petits commerçants dont nous parlons, qui sont dans les marchés et autres, actuellement, ils ne tiennent pas, parce que quand le consommateur lui-même n'arrive pas à consommer, excusez-moi la redondance, ça veut dire que le commerçant n'aura rien. Donc, pour moi, quand vous prenez je disais une fois, vous prenez des sociétés comme la Brakina. En 2014-2015, quand le directeur parlait des gains qu'ils ont par jour, c'était pas moins de 500 à 600 millions par jour. Ça, c'est... On ne va pas encore enlever le bénéfice et puis l'amortissement et autres. 500 à 600 millions. Les travailleurs ont calculé rapidement. Ils ont dit, OK, si c'est 500 à 600 millions par jour, parce que j'étais en grève, le gars a dit qu'il perd 500 à 600 millions par jour. Ça veut dire que s'il travaille, ça veut dire qu'il gagne 500 à 600 millions par jour. Donc on fait le calcul simple. Ça veut dire que 10 jours, on va prendre le minimum. 10 jours, vous avez 5 milliards. Alors que le salaire annuel des travailleurs faisait 4 milliards. Donc ça veut dire en 10 jours de travail, il paie le salaire de tous les travailleurs de la Brakina. Si on considère qu'après les 10 jours, tout le reste de l'année, c'est pour les frais d'amortissement. Et puis une machine ne s'arrête pas en une année, en un jour, ou bien en un mois. C'est la matière première et autres. C'est-à-dire que c'est un ensemble de bénéfices qu'on ramasse et qui, aujourd'hui, au lieu de demander à ce qu'on diminue, ça c'est 2014, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça a augmenté parce que ceux qui boivent ont augmenté. Même la fille et autres, là, ça rentre dans les... Bon, on ne peut pas faire la publicité, hein, ça rentre dans les villages et autres. Et aujourd'hui, on vient dire aux consommateurs encore que ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter 100 francs. Et on va nous donner pour l'effort de guerre. Mais, bien. Mais c'est 100 francs là. Mais c'est 100 francs là. Qui même nous dit que ce n'est même pas évident que les 100 francs
l'État pourra les recouvrer correctement. Parce que même avant qu'on ajoute les 100 francs, l'État a des difficultés pour faire le recouvrement des taxes et impôts au niveau des entreprises. Ça, c'est une réalité. Monsieur Nia, vous reprochez un certain nombre de choses au gouvernement de transition. Pour un collectif d'organisations syndicales qui a l'occasion d'avoir l'un de ses anciens camarades qui est aujourd'hui ministre d'État chargé de la fonction publique, est-ce que vous avez épuisé toutes les voies de recours? Est-ce que vous avez demandé à rencontrer le président de la transition pour exposer d'abord ces griffes que vous reprochez avant d'en arriver à un meeting? Aujourd'hui, c'est le contexte qui vous est reproché. Est-ce que vous avez épuisé ces voies de recours? Ok. Bon, ok. Non, mais il n'y a pas de souci. Bon, je pense que c'est pas la première fois que les problèmes sont exposés au gouvernement. Nous, par exemple, nous avons été, je ne parle pas de nous, par exemple, ODJ, nous avons été touchés sous Damiba d'abord pour nous dire de faire un mémorandum sur la question de l'orpaillage artisanal. Nous avons fait le mémorandum, nous avons déposé. Jusqu'à présent, là, il y a quel retour? Il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que, de sorte que, c'est à nous de voir quelle est la porte ou bien la voie qui nous permet de pouvoir décider de faire avancer nos revendications. Est-ce que votre camarade Bassolma Bazi refuse de vous recevoir? Je pense qu'à ce niveau-là, il faut... Est-ce que vous épuisez les voies de recours? À ce niveau, il faut faire... Voilà, il faut vraiment faire à des entités qui ne relèvent pas de ça. C'est pourquoi j'ai dit ça biaise notre plan. Oui, mais maintenant, moi, sincèrement, c'est mieux qu'on ferme cette parenthèse d'audience avec Bassolma, avec le gouvernement, parce que réellement... On va répondre. Mais non, vous allez répondre. Et même en répondant, vous avez dit nous à l'ODJ. Oui, c'est ça. Parlez de vous. Vous parlez maintenant, par exemple, une audience de l'ODJ à Bassolma Bazi, c'est pour parler de quoi? Peut-être de jeunesse, pas forcément pour parler salaire. Dans la question, j'ai parlé du collectif. Oui, collectif. Maintenant, est-ce que le collectif, la porte d'entrée du collectif dans ce gouvernement, c'est Bassolma Bazi? Parce qu'il a été à la CGTB. Je ne crois pas. C'est ça la réalité. Ce que je voulais dire, permettez-moi de fermer cette parenthèse, c'est que quel que soit le type de régulation que l'État va mettre en place, c'est le consommateur final qui casque. Bon, ça c'est un fait. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est pas que vous soyez d'accord. Non, c'est pas possible. Qui casque? Non, c'est pas possible. Attendez, même si vous êtes commerçant, vous partez prendre vos produits. Parce que je ne sais pas si vous vendez des biens ou des services, vous. Si vous vendez des biens ou des services, vous facturez en fonction de ce que vous allez enlever comme charge incompressible et tout. Et votre produit final a un coût qui vous permet de vivre et de tenir votre entreprise. Celui qui vient payer là, c'est le consommateur final qui casque. C'est un fait. Oui. Mais maintenant, si vous demandez à l'État de faire en sorte que le consommateur final, quand je dis casque, c'est pas dire ployer sous le coup du prix. Quand je dis casque, c'est lui qui paye. Oui, ça c'est... Non, mais voilà. Donc, maintenant, c'est lui qui le consommateur achète le produit. Oui, tout à fait. Après, et donc, à quel coût le consommateur quel que soit le coût, c'est lui qui casque. Mais maintenant, ce que je voulais dire, même les grandes entreprises, 2014, vous faites bien de reparler de l'usine de Kosoro de Brakina. 2014, quand les travailleurs ont déposé leurs conditions, quand M. Castel a débarqué à Ouagadougou, il a rencontré le président Michel Kafando. Il est sorti, il a dit, voici les conditions que je donne aux travailleurs, c'est à prendre ou à laisser. Si vous ne pouvez pas, moi je ferme. Attendez. 2 minutes d'émission. Maintenant, l'État burkinabé avait la liberté de dire, vous fermez ou vous ne fermez pas. Maintenant, il y a des travailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont fait un choix. Mais maintenant, par rapport à cet effort de guerre, j'ai dit, on demande beaucoup également aux entreprises. Mais ce qu'on ne fait pas aussi attention, c'est que nous sommes dans un pays où c'est une affaire de tu me tiens, je te tiens. L'État doit également des entreprises. Il y a des entreprises même qui risquent de fermer parce que l'État les doit. Ok, donc moi la dette intérieure s'élève à combien aujourd'hui? Donc il y a toutes ces réalités-là. Donc vous ne pouvez pas la pressurer, cette entreprise, revenir et ne pas vouloir également que l'entreprise pressure le consommateur final. Sans justifier ou défendre quelqu'un. Moi je ne défends pas une grande entreprise. Si une entreprise comme Brakina ne peut pas faire des bénéfices et qu'il pense qu'il faut fermer, qu'il ferme, l'État reprend l'entreprise et on va faire rouler l'entreprise. C'est clair. Les citoyens ne doivent pas faire d'efforts. Non, ils font beaucoup d'efforts. Ils font des efforts. Les populations se déplacent
dans les localités pour les travailleurs que vous avez contribuer aussi. C'est un problème. Nous avons parlé même de la question dans notre plafond, nous avons parlé de la question de foncier. Aujourd'hui, le foncier là, quand on prenait la question de Djicofer ou bien les autres, que ce soit le foncier rural ou le foncier urbain, aujourd'hui, les populations sont à la recherche d'un logis pour dormir, mais en difficulté parce que les gens sont accaparés les parcelles et autres. 105 000 parcelles. Nous sommes en fin d'émission. Nous sommes en fin d'émission. 15 secondes et on conclut. Moi, je veux que vous répondiez rapidement parce que c'est la question de l'âle. Pour beaucoup, ce que vous dites, il y a beaucoup de vérité. Quand on parle de la vie chère, je pense qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un la maladie qu'il a. Nous tous aussi, on va au marché, on sait ce que c'est. Mais il y en a qui posent le problème de l'opportunité par rapport au contexte. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est ce qu'on vous reproche aujourd'hui. Très rapidement. Je pense que la commémoration de l'insurrection populaire est une activité routinière. Elle s'est faite sous Rochma Christian Kaboré, elle s'est faite sous Damiba, elle se fait cette année sous le président Traoré. Deuxièmement, je ne pense pas qu'il y ait des citoyens dans leur liberté, en tout cas dans leur liberté, qui doivent imposer un timing aux organisations de la société civile d'organiser et de commémorer l'insurrection populaire. Et je pense que si nous tous nous avons la même compréhension de l'insurrection populaire et des acquis qui ont été engrangés dans la sueur et dans le sang, nous devons commémorer l'insurrection populaire. D'ailleurs, pendant que les organisations de la société civile tiennent le meeting le 31, il y a une commémoration qui a lieu le même 31. Donc, les activités ne s'opposent pas. Du moment où elles vont dans le sens d'interpeller, il y a des gens qui se sentent touchés par cette question. Et je vais terminer sur une question qu'on n'a pas abordée. Merci, M. Sinaba. Nous sommes au terme de l'audience. Point final pour cette 4e convocation du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous recevions à la barre aujourd'hui le collectif syndical composé de la CGTB et de plusieurs organisations de la société civile représentées à la barre par Salif Nia et également par Rasmane Zinaba. Avec eux, il a été question de la situation nationale, notamment le maintien de la marche meeting prévue pour le meeting voilà. prévu pour le 30 octobre prochain. Merci encore d'avoir répondu à la convocation. Merci, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vara, pour les clés de lecture. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.